BFM Business, le club du droit, présenté par Laure Closier. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau club du droit. Aujourd'hui, on va parler de digitalisation. Aucune profession n'échappe au numérique et heureusement, pour les métiers du droit, l'arrivée du numérique est à la fois une chance extraordinaire pour fluidifier les échanges, accélérer les process, mais aussi sécuriser une partie des actes. Une petite révolution qui a évidemment son pendant. Une partie du métier va-t-elle disparaître? C'est une crainte des notaires, mais aussi de toutes les professions du droit. Peut-on rivaliser avec une intelligence artificielle? Est-ce que les métiers du droit vont devenir une simple plateforme web? Quelle plus-value humaine restera après tout cela? Chance, crainte et défis, le numérique chez les notaires, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Et c'est Sophie Sabot-Barset, qui est notaire à Monistrol-sur-Loire, qui va se charger du dossier. On répondra ensuite à toutes vos questions, celles que vous nous posez sur clubdudroit@bfmbusiness.fr. Aujourd'hui, c'est au tour de Barbara Thomas-David d'y répondre. Avant tout, quelques news. BFM Business, le club du droit, les news. Des nouvelles sur le front du droit. On commence avec un arrêt de la Cour de cassation sur la question du divorce. Si deux époux mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts se séparent, celui qui a acquis lors du mariage des parts dans une société commerciale doit en partager la valeur, une valeur estimée au jour du divorce. La Cour de cassation ajoute que les bénéfices et dividendes perçus après le divorce, mais avant le partage définitif, sont aussi ajoutés à la communauté. Donner la nue propriété n'est pas un abus de droit, c'est ce que vient de confirmer la Direction générale des finances publiques. Le doute planait depuis la loi de finances 2019, il est désormais levé. Toute opération qui aurait pour objectif principal d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales lors d'une succession pouvait être considérée comme un abus de droit. C'est plus le cas. Bercy précise désormais que les parents peuvent bien donner la nue propriété pour faire hériter à leur décès de la pleine propriété, sans être évidemment hors la loi. On finit avec un chiffre, 10,5 milliards d'euros. C'est le montant des droits de succession collectés par l'État en 2017. Selon une enquête récente de l'IFRAP, 80% des Français, de leur côté, seraient contre les droits de succession, les trouvant illégitimes. On passe à notre dossier du jour. On va parler notaire et numérique. Vous allez voir, c'est pas antinomique. BFM Business, le club du droit, l'acte de la semaine. Sophie Sabot-Barset, bonjour, vous êtes notaire à Monistrol-sur-Loire, c'est dans la Haute-Loire. Vous êtes aussi en charge des technologies de l'information et de la communication et de la formation des notaires et des collaborateurs au sein du Conseil du notariat. On a un candidat, nous, dans la BFM Academy, sur BFM Business, qui fait quai des notaires, qui s'attaque à la digitalisation des notaires. Quand il parle du numérique dans le droit, il prend toujours des pincettes pour expliquer que non, il ne veut pas s'attaquer de front à la corporation, qu'il veut faire ça avec les notaires. Les pincettes, on sent que c'est pas pour rien. Est-ce que c'est dur ce qu'on vous a demandé comme travail de numériser ou d'aider au déploiement du numérique? Alors, c'est vrai que c'est assez drôle d'ailleurs que vous commenciez en effet par ces propos-là, parce qu'on oppose souvent le numérique contre le notaire, en pensant en effet que le numérique peut prendre voilà, la place de l'autre. Mais je vais vous démontrer aujourd'hui qu'il n'en est rien, bien au contraire, et que les notaires sont rentrés dans l'ère numérique il y a déjà des décennies. Ah, on les croit en retard, mais c'est faux. On les croit en retard, mais c'est complètement faux. Et ça, il faut le dire, bien évidemment, et nos clients qui viennent dans nos études s'en rendent, eux, compte. Alors, pourquoi il y a des décennies? Parce qu'il y a une loi du 13 mars 2000, donc début des années 2000, qui a introduit la signature de l'acte authentique électronique. C'est-à-dire que le support de l'acte change. Depuis 2000, en effet, on nous a permis de faire un acte sur support électronique. Le décret d'application date de 2005 et en 2008, le premier acte authentique électronique a été signé. Il a fallu, on va dire, une petite dizaine d'années, un petit peu moins, pour qu'en effet, cet acte électronique soit déployé dans l'ensemble des notaires. Ça demande un équipement quand même. Ça demande un équipement. Donc un équipement, un coût bien évidemment financier, mais au-delà du coût financier, il a fallu également
appréhender et faire en sorte, en effet, de l'utiliser à bon escient, cet acte authentique électronique. Donc la digitalisation, on l'a fait au quotidien, grâce à cet acte-là, puisque aujourd'hui, quand un acte est signé chez un notaire, il faut savoir qu'il est donc visualisé sur un écran, donc on explique, on lit l'acte, les clients en prennent connaissance, et cet acte est ensuite signé sur un support électronique. Plus de papier dans les études. Donc ça, c'est déjà un premier changement majeur. Ça, c'est un changement capital. Changement capital, je le redis, depuis les années 2000. Donc c'est vrai que de nous associer et de penser qu'on est loin de tout ça, non. Bien évidemment, le numérique est rentré dans nos études il y a déjà Alors vous nous dites longtemps. c'est une idée un peu reçue de penser le notaire ou la profession du droit en général un peu en retard sur la digitalisation. Mais il y a une autre croyance qui est quand même, quand on appelle son notaire, on l'imagine assommé par un flot de dossiers et de papiers, tellement il doit rechercher de l'information. Est-ce que ça, quand même, sur ce point de l'accès à l'information, il y a quand même pas mal de choses à faire? Il y a des choses à faire, mais l'accès à l'information, il est déjà aussi numérique. C'est-à-dire que toutes les bases de données qu'on a aujourd'hui sont numériques, sont numérisées. Pour constituer un dossier de vente, par exemple, ou un dossier de succession, peu importe, mais tous les éléments qu'on a, on les a souvent encore papier. De moins en moins quand même, parce que les partenaires avec lesquels on travaille sont de plus en plus aussi dans la digitalisation. Mais il est vrai qu'ils sont encore papier, on les scanne pour pouvoir ensuite les utiliser et on a donc créé un réseau privé sécurisé, intranotaire, entre l'ensemble des notaires, qu'il faut en effet aujourd'hui ouvrir et mettre un petit peu plus ce qui peut nous être reproché, c'est la relation du notaire avec son client. Et je pense que cette relation-là doit être en effet digitalisée. Parce que le client, lui, il rêve de pouvoir taper son dossier sur Internet et puis de voir où on en est. Là, on n'en est pas encore là. C'est vrai que le fait d'avoir en effet fait cet acte électronique, cet acte authentique électronique, il ne faut pas non plus s'endormir un petit peu sur nos lauriers en se disant « bon bah voilà, ça y est, on y est, on l'a fait ». C'est bien, on l'a fait, mais il faut continuer. Il faut continuer parce que ça va toujours plus vite et ça va d'autant plus vite que vous l'avez peut-être entendu, mais tout à l'heure, je vous ai parlé d'une loi de 2000. On est aujourd'hui en 2019, toutes les études sont équipées. Je crois pas, mais c'est sûr, le 10 millionième acte électronique a été déposé au MICEN, qui est un minutier central de tous nos actes, en avril dernier. Donc voilà, et chaque notaire, tous les jours, il y a à peu près la moyenne, c'est 15 000 actes par jour qui se fait chez les notaires de façon électronique. Donc ça, on y est. Mais on a envie de vous dire, ça c'est le scan de dossier, mais est-ce que justement on a une base de données avec des mots-clés? Voilà, nous avons une base de données et c'est l'exploitation en effet de données sur lesquelles il faut qu'on fasse aujourd'hui un effort, sur lequel on travaille et sur lequel on a envie de créer un écosystème de toutes ces nouvelles structures. Vous avez parlé de Quai des notaires, il y en a d'autres qui veulent en effet, alors je n'oserais pas dire s'attaquer, parce que c'est plutôt... eux non plus n'osent pas le dire. Mais parce que c'est pas s'attaquer, c'est collaborer. On a besoin d'eux en effet, parce qu'ils vont nous apporter des moyens. Aujourd'hui, il y a des plateformes. Quai des notaires, c'est de créer une plateforme collaborative entre le notaire, l'agent immobilier et le client, justement pour fluidifier toutes ces informations. Plutôt qu'une information aille de l'agent immobilier au notaire, qui ensuite le notaire va le transmettre au client, qui le client ne sait plus, entre l'agent immobilier et le notaire. Parce qu'aujourd'hui, on apporte quand même son dossier de syndic. Tout à fait. On apporte encore. On a quand même pas mal de dossiers qui sont quand même numérisés. Voilà. Mais c'est vrai qu'on apporte encore, on peut apporter, on a encore des dossiers qui sont relativement importants. Mais il est vrai en effet que, et c'est vraiment là où je veux en venir, que tout cet écosystème qui est en train en effet de naître, on le favorise, c'est-à-dire qu'on est plutôt preneur. C'est pour ça qu'on ne vous parle pas en effet d'opposition, au contraire, on est là pour collaborer. Et le Conseil supérieur du notariat d'ailleurs a mis en place une charte pour le développement éthique des données numériques, parce que la difficulté avec c'est de la donnée sensible quand même. Voilà, vous l'avez compris, vous l'avez dit, c'est des données sensibles. Nous devons agir et interagir en priorisant la protection des intérêts de nos clients et de leurs données. Donc, on parle d'authenticité, on parle bien évidemment de conformité, mais également de secret professionnel. Et les données qui peuvent être à la fois transmises
par le biais de ces plateformes, donc par les nouvelles structures, à notre profit et au profit des clients, tout ça va pouvoir circuler, mais il va falloir que ça reste quand même dans cette circulation et ne pas être utilisé ou vendu à bon ou mauvais escient. Donc il faut vraiment les protéger. Donc c'est quand même la numérisation, quand même, ça, quand je disais ça inquiète un petit peu le secteur, c'est-à-dire que carrément la corporation fait une charte d'éthique, et puis par exemple on parlait de Quai des notaires, c'est un notaire qui s'attaque, enfin arrêtons de dire le mot s'attaquer, qui veut numériser le secteur du notaire, il est notaire. Est-ce qu'il faut quand même développer la confiance jusqu'au point en fait d'utiliser la corporation en interne pour développer le numérique. C'est pas les startups sorties de nulle part. Je veux dire, alors, ce ne sont pas des startups sorties de nulle part, mais il y a des startups sorties de nulle part aussi. Qui aussi s'attaquent au marché. Qui peuvent aussi s'attaquer. J'aime pas bien le mot. Oui, mais le marché, on s'attaque. Voilà, on s'y attaque quand même. Donc allez, on s'attaque au marché, qui en effet sont là et sont sur le marché. Il n'y a pas que les notaires. Alors pourquoi des notaires en effet s'attaquent au marché? Parce que ces notaires-là sont dans le numérique depuis très longtemps aussi. Voilà, on revient toujours avec nos origines. C'est-à-dire que ça fait 10 ans qu'on travaille avec notre acte électronique et on se rend bien compte que de nos données et le lien qu'on a avec le client qui est un petit peu plus au centre aujourd'hui de nos rapports. C'est-à-dire qu'en effet, ce qu'on fait en moins dans le cadre de la rédaction papier, le temps qu'on prend en moins à faire signer un acte, par exemple. Oui, c'est-à-dire que vraiment le conseil va reprendre sa place. C'est ce conseil qui est en train de reprendre véritablement sa place. Et ça, vous le sentez chez les notaires qu'il y a quand même un fardeau qui s'en va, mais... Oui, tout à fait. Je le sens. On prend... Moi-même, je le fais, on prend beaucoup plus le temps de l'explication, le temps du conseil, on fait du sur-mesure. Ça, c'est très important. Et on ne peut pas non plus, c'est pour ça que les acteurs doivent aussi être étrangers à la profession. Par contre, parce que nous sommes des officiers publics, il faut qu'ils la connaissent, cette profession. Parce qu'avec des officiers publics, on ne peut pas non plus faire ce qu'on veut des données qui vont circuler. Donc ça, c'est véritablement le point le plus important, j'oserais dire. C'est ce qui nous fait un petit peu peur, nous, de lâcher nos données quelque part. C'est ce qui fait peur aux clients. Ce qu'il ne veut pas, c'est que sur la base de données, on puisse retrouver tout à fait ces données personnelles. Ça, Donc le client aujourd'hui saura, grâce à la charte, puisqu'on va donner un label à toutes ces toutes ces structures, et puis il y a les structures existantes aussi, nos SS2I, qui sont aussi ceux qui ont créé et qui travaillent déjà avec les notaires. Donc on va pouvoir en effet dire au client, vous avez la confiance, voilà, le notaire en qui vous avez confiance a donné la confiance en donnant son label à ces structures. Donc le chantier, désormais, devant vous, c'est quoi? C'est la blockchain. On va rajouter blockchain à votre titre. Oui. Par exemple, c'est... Je vais revenir sur le notaire 2.0. En effet, comment on peut voir le notaire 2.0? Alors déjà, moi, j'imagine avec, vous l'avez plus ou moins compris, le zéro papier. C'est-à-dire qu'en effet, dans nos études quand même, les papiers, on se l'imagine toujours, le notaire. Ça me fait toujours Vous allez gagner en immobilier. Mais oui, c'est ça, on peut gagner en immobilier. Mais on crée beaucoup d'espace maintenant, vous savez. Donc, ce qu'on perd d'un côté, voilà, on le récupère de l'autre. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on a moins nos dossiers sur nos bureaux puisque ces dossiers ils sont dans nos ordinateurs, dans nos logiciels. Donc ça c'est déjà une chose. Et c'est vrai que on nous oppose donc le notaire 2.0 en nous disant le notaire 2.0 demain ce sera la blockchain. Pourquoi la blockchain? Parce que la blockchain c'est une technologie qui va permettre de sécuriser un certain nombre d'informations qui seront déposées. Et c'est vrai que cette blockchain on va dire d'État, elle est proposée en se disant on n'aura plus besoin d'un acteur, quel qu'il soit, notamment le notaire, et la machine, l'algorithme va le faire à sa place. C'est le remplacement, là. C'est le remplacement. Alors, on peut voir un petit peu, en effet, et se faire peur. Moi, je ne me fais pas peur, parce que je n'ai pas tendance à me faire peur, et j'oserais même dire... pour pouvoir rentrer l'information, encore faut-il qu'elle soit vérifiée, cette information. C'est-à-dire qu'on aura de toute façon besoin, à un moment donné, d'un tiers qui puisse dire l'information qui est déposée sur la blockchain, c'est la bonne information. Et donc c'est avec, en fait. Ça pourrait... La blockchain, on y pense, dans le notariat d'ailleurs, de créer des blockchains pour pouvoir en effet être un outil qui nous sera tout à fait utile pour notamment transmettre des documents qui, une fois déposés sur cette blockchain, seront infalsifiable. Est-ce que vous allez faire des formations au Conseil des notaires, notaires et blockchain? Oui, bien évidemment, il faut former. Alors, je crois que la révolution numérique passe par une révolution de la formation. C'est-à-dire que pour bien appréhender, pour bien connaître, pour bien utiliser, eh bien, il faut en avoir été formé. C'est-à-dire il faut en effet savoir ce qu'on utilise. Donc oui, ces formations seront faites sur la blockchain. Et puis, j'oserais presque dire, puisque je suis en charge du numérique et de la formation, ce sont deux portefeuilles qui se marient complètement parce
parce que dans nos formations aujourd'hui initiales, notaires et collaborateurs, et dans les formations continues, il faut que le numérique ait sa place, pas seulement la blockchain. Merci beaucoup Sophie Sabot-Barcet, vous êtes notaire à Monistrol-sur-Loire et on l'aura compris, si vous croyez que les notaires sont en retard sur le numérique, eh ben, ça fait 20 ans qu'on signe des actes électroniques dans chez tous les notaires. Voilà, merci beaucoup. On va maintenant passer à notre deuxième partie et répondre à toutes vos questions. BFM Business, le club du droit, passez-moi le notaire. Et on passe à notre deuxième partie. On va répondre à toutes vos questions que vous nous envoyez sur clubdudroit@bfmbusiness.fr. Bonjour Barbara Thomas-David, vous êtes notaire à Paris. On a une première question d'Éric qui nous a envoyé une bonne tranche de sa vie. Il va falloir être bien attentif. Alors je vous lis. Je suis mariée depuis plus de 2 ans sans contrat. Ma conjointe a 2 enfants majeurs de son côté. Même situation de mon côté à moi. Mon souhait serait qu'à mon décès, mon épouse hérite d'un tiers de mes biens et que chacun de mes enfants hérite également d'un tiers. Actuellement, nous habitons dans un bateau pour lequel j'en étais propriétaire avant mon mariage. Actuellement, j'envisage d'acheter une maison à nos 2 noms, mais avec mes deniers personnels. Ma question, que faut-il faire comme démarche auprès d'un notaire pour faire un partage en 3 tiers, à savoir que mon épouse est d'accord sur le principe de ce partage? Bon, alors ce qu'il faut Chaque situation son lot. Quoi, hein. Ce qu'il faut dire à Eric, c'est, faut le rassurer, c'est que c'est possible. C'est que s'il ne fait rien, effectivement, le Code civil dit que son conjoint va hériter d'un quart et les 3 autres quarts vont être partagés entre ses 2 enfants. Donc, il faut qu'il aille voir son notaire pour faire un testament au terme duquel il va léguer son patrimoine de façon assez légitime, finalement, de façon égalitaire entre son épouse d'une part, qui recueillera un tiers, c'est la quotité disponible, et chacun de ses enfants va également pouvoir recueillir un tiers. Mais encore une fois, automatiquement, ça ne le fait pas. Il faut aller voir son notaire pour faire un testament du legs, du tiers de son patrimoine à son conjoint. Donc en fait, il écrit ça, ce qu'il nous dit, quoi. Il le dépose chez le notaire. Alors oui, alors effectivement, il faut que le notaire... À peu près, quoi, ce qu'il veut faire. Exactement. Donc, 1, juridiquement, c'est possible. 2, il faut qu'il respecte le formalisme d'un testament holographe. Donc, son notaire est là pour l'accompagner et pour lui dicter des dispositions qui seront ensuite exécutables facilement. On rappelle le testament qui s'écrit à la main. Hein. Alors, il doit être écrit en entier de la main du testateur, daté et signé. Et le notaire ensuite l'enregistre dans un fichier électronique. Ça nous ramène à la première partie. Exactement, qui est un fichier qui est consultable par tous les notaires une fois qu'un décès est survenu pour savoir si d'aventure il n'y a pas un testament chez un confrère. Et faire un contrat de mariage plus tard, ça se fait pas? Le contrat, c'est au moment du mariage, on ne peut pas dire mais là il n'a pas de contrat, il a qu'à en faire un? Alors, le contrat de mariage, c'est autre chose. Vous pouvez à tout moment, c'est que la loi a changé, et vous pouvez maintenant, sans attendre 2 ans après votre mariage, changer de régime matrimonial. Quand vous vous mariez sans contrat, vous êtes sous un régime légal, qui est le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. Il se peut que ce régime ne soit plus le régime qui vous convienne. Vous avez la possibilité, en allant voir votre notaire, de changer de régime matrimonial. Bon, après la question d'Éric, une autre tranche de vie. La question de Jean-Paul. J'ai fait une donation à mes enfants il y a moins de 15 ans. Est-ce que je peux recommencer? Alors, en fait, oui, Jean-Paul, il va pouvoir recommencer. Et cette question, elle vient d'une confusion assez récurrente qui fait qu'il y a un principe fiscal qui dit que tous les 15 ans, on peut faire une donation à ses enfants, franc de droit de donation à hauteur de 100 000 €. Et donc, cette exonération, elle est reconstituée tous les 15 ans. Et donc, il y a une espèce d'amalgame qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent Qui attendent. Ouais. Voilà, qui attendent, qui se disent « ça y est, j'ai fait ma donation, je ne peux pas recommencer ». Si, vous allez pouvoir recommencer, mais pas aux mêmes conditions fiscales, puisque votre abattement aura déjà été utilisé. Mais il est important d'essayer de temps en temps de se dire, est-ce que c'est pas légitime que je refasse, si j'en ai les capacités financières, une deuxième donation à mes enfants sans attendre ce nouveau délai de prescription qui est de 15 ans. Donc en payant des droits de succession. En payant des droits de succession, mais qui souvent seront moins importants que si vous attendez le décès. Très très souvent, si financièrement vous en avez les capacités, il est plus intéressant fiscalement de donner, autrement dit vos enfants vont faire une économie
par rapport au recueil de la succession, si vous voulez, au moment du décès. Est-ce que c'est le même cas, par exemple, que pour les personnes qui ont plus de 85 ans, où on dit finalement ça ne sert plus à rien parce qu'il n'y a plus d'abattement fiscal de faire de donations? Est-ce qu'on peut le faire aussi? Bien sûr, parce qu'à 85 ans, je vous rappelle que votre usufruit vaut encore 20% et que vous allez pouvoir faire une donation avec réserve d'usufruit, donc ne payez que sur 80% de la valeur des biens. Et en plus de ça, les parents peuvent financer le coût de la donation. C'est-à-dire que les frais de donation, les frais de succession que vous allez payer, les donateurs peuvent les payer au nom et pour le compte de vos enfants. Donc ça fait des successions un peu en avance, quoi. Exactement, et donc moins cher. L'anticipation, outre le fait que c'est la paix des familles civilement, fiscalement, ça permet de payer moins de droits. Mais il y a quand même cette croyance que tant qu'il n'y a pas d'avantage fiscal, en fait, il ne faut pas le faire. Vous savez, ça me fait penser à l'assurance vie sur ces 8 ans. On dit, ah ben non, je ne peux pas toucher à mon argent car il est coincé puisque je n'ai pas d'avantage fiscal avant 8 ans. Alors qu'en fait, l'argent est disponible. Là, c'est un peu pareil. On s'empêche de faire des choses parce qu'on n'a pas d'avantage fiscal. Alors que parfois, c'est plus intéressant. Exactement, parce qu'on n'a pas tel avantage fiscal. Mais il y en a d'autres, des avantages fiscaux, si vous voulez, qui sont peut-être moins connus, mais qui sont néanmoins là. Et nous, on est là pour faire des simulations avec nos clients. Ne vous réfrénez pas dans les donations. Troisième question, une question d'Anne-Sophie. Notre SCI familiale est propriétaire de 3 appartements achetés en lot qui font partie d'une copropriété. Nous souhaitons vendre l'un des biens et nous ne savons pas sur quelle base sera calculée la quotité de la plus-value. Est-ce que ce sera des tantièmes relatifs à chaque lot, la surface, carrez, au sol, un autre calcul? Si oui, lequel? Alors, donc, de ce que je comprends de cette question, c'est que on a 3 biens immobiliers qui sont dans une SCI. Vous savez que le calcul de la plus-value, c'est assez simple. Vous prenez votre prix de vente, vous le diminuez du prix d'acquisition du bien et vous avez la plus-value brute sur laquelle est calculé l'impôt au titre de la plus-value. Si les biens qui sont dans cette SCI ont été achetés de façon fractionnée les uns après les autres, il suffit de reprendre l'acte authentique de notaire pour voir le prix auquel le bien a été acheté et puis vous faites la soustraction dont je viens de vous parler. Ce qui est plus compliqué, c'est si les 3 lots ont été achetés au terme d'un même acte et que dans cet acte, il n'y a pas eu la ventilation, autrement dit la répartition lot par lot. Là, ça se complique, oui. Là, ça se complique et effectivement, il faut déterminer la valorisation de chacun des lots. Et là, ça peut être fait effectivement en calculant les tantièmes, mais surtout en calculant la loi Carrez, quelle est la surface, le métré de chacun des appartements, et puis après on fait une règle de 3. Oui, une estimation assez simple. Voilà, Calcule. Et il faut savoir que le notaire est collecteur de l'impôt sur la plus-value. Donc on est là pour établir la déclaration de plus-value, façon dématérialisée aussi. Oui. Les notaires sont vraiment très en avance sur le numérique. Donc on est là pour faire cette déclaration de plus-value et on est là également pour aider dans le calcul de l'assiette taxable. Donc c'est assez facile finalement de retrouver le prix d'acquisition d'un bien immobilier. En fait, on peut aller voir le notaire pour faire des simulations. Et c'est pas forcément délirant comme coût. Non, en amont d'une vente, on peut effectivement se dire est-ce que j'ai intérêt à vendre ou pas puisque je suis redevable de la plus-value. Oui. Et son notaire va faire une simulation sur l'éventuelle plus-value qui sera à régler. Et à ce moment-là, la personne arbitrera je vends ou je ne vends pas dans ces conditions, j'attends que le temps passe et que je ne sois plus redevable de la plus-value, par exemple. Voilà, utilisez votre notaire pour vous aider à la décision. Merci beaucoup, Barbara Thomas-David. Vous êtes notaire à Paris. On va passer à la dernière partie de cette émission, notre reportage. BFM Business, le club du droit. Le saviez-vous ? Et c'est Antoine Copper, cette semaine, qui nous parle d'or. Ce sont des obligations réelles environnementales. Qu'est-ce que c'est? Un dispositif foncier qui permet d'avoir une protection environnementale. Écoutez, vous allez tout comprendre. René Padernoz est le premier magistrat de Yenne, en Savoie, face au lac du Bourget. Il était l'un des invités de l'Institut national de formation des notaires qui organisait fin avril à Dijon un colloque pour former des étudiants et des professionnels. Monsieur le maire se rend compte un jour qu'une parcelle est mal drainée, envahie par les peupliers et désertée par la faune sauvage. Aussitôt dit, aussitôt fait, il décide de dégainer une ORE, une obligation réelle environnementale. Qu'est-ce que c'est? Le propriétaire d'un bien immobilier, public ou privé, met en place une protection environnementale pour une durée pouvant aller jusqu'à 99 ans avec des obligations attachées au bien et pas au propriétaire, de telle sorte qu'elle perdure en cas de changement de propriété.
Un nouveau dispositif qui doit être conclu chez un notaire. Explication de maître Guillaume Laurisson, notaire à Dijon. C'est un acte qui doit être publié à la publicité foncière, qui est dans le texte de loi prévu comme étant un acte authentique. Donc qui dit authentique dit reçu par un notaire. Retour à Yenne, en Savoie, où les résultats sont bel et bien là, comme nous le confirme René Padernoz. Doublement des espèces d'oiseaux, de 30 à 60 en un an, et puis de nouvelles espèces herbacées qui apparaissent. Après avoir été pendant 30 ans dans la tourbe, les graines regerment au bout de 60 ans. C'est fantastique. Les ORE existent depuis 2016, mais restent encore peu usitées. Seulement 4 ont été conclus en France. Voilà, c'était un reportage d'Antoine Copper. C'est la fin de ce Club du droit. On se retrouve très bientôt sur BFM Business et n'oubliez pas de nous envoyer toutes vos questions sur clubdudroit@bfmbusiness.fr. À très bientôt.